On en a beaucoup, mais elles sont petites. 1218 font entre 1 et 10 km², et on en a 980 qui font moins de 1 km², de quelques hectares à 1 km². C'est pas beaucoup, ça. Alors qu'un écosystème forestier, habituellement, c'est grand. Et la biodiversité, oui, plusieurs pensent espèces, mais c'est d'abord, ça se manifeste aussi en termes de territoire, en termes d'écosystème. Et là, on a un premier problème. On pourrait dire, oui, mais avec les écosystèmes qu'on préserve au nord de la limite nordique, on va le régler, notre problème. Probablement que ça prendrait de grandes aires protégées au sud de la limite nordique. Oui, mais c'est parce qu'il y a des droits là-dessus, là. En moyenne, chaque hectare forestier québécois est grevé de 2,4 droits. Puis ça, c'était une moyenne de 2007. On a des experts ici qui pourraient probablement me dire que je suis dans le champ, là, que c'est plus que ça. Mais 2,7 droits. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben oui, tout le monde pense à les grosses compagnies qui ont des CAF, hein, des contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier. Oui, ça, c'est un droit. Mais il y a des gens qui ont des droits miniers. Il y a des gens qui ont des droits de trappe. Il y a des pourvoiries qui ont des droits exclusifs sur la chasse et la pêche. Il y a des gens qui ont des droits sur des bleuets. Et je pourrais continuer comme ça. Il y en a toute une série. Et effectivement, quand on crée une aire protégée, on vient déranger tout ça. C'est d'abord un défi social. Et c'est pour ça qu'un régime forestier qui vise à confronter, à faire face à ce défi social pour régler la plupart des problèmes forestiers, parce on met l'emphase sur la biodiversité ce soir, mais dans la plupart des problèmes, ce sont d'abord des défis sociaux. Si on veut vraiment faire face à ces problèmes, il faudra relever des défis sociaux. Et la biodiversité n'y échappe pas. Et un premier problème, ce serait évidemment d'avoir plus d'aires protégées, d'avoir de plus grandes aires protégées, d'avoir une certaine connectivité. C'est extrêmement important, notamment pour les espèces qui habitent, fréquentent ces aires protégées. Ces espèces, surtout quand ce sont des espèces animales, quand ce sont, et là je ne parle pas seulement de mammifères, là, d'insectes, de poissons, d'oiseaux, la limite de l'aire protégée, ils n'en ont rien à cirer. Et effectivement, les espèces, c'est aussi une facette de la biodiversité importante. Et pour bien protéger des espèces, il faut assurer une certaine connectivité. Et là, l'état de notre réseau ne le permet pas. Et la grosse affaire, c'est que je peux bien avoir des aires protégées, surtout quand j'en ai des petites. Si on peut faire n'importe quoi autour, on va avoir un problème. Pour bien protéger la biodiversité, il ne s'agit pas seulement d'avoir des aires protégées. Il faut avoir une politique qui essaie d'encadrer les comportements à la périphérie de ces aires protégées. Et ça, au moment où on se parle, on a un problème. Quand je vous parlais de problèmes à la périphérie des aires protégées, oui, on a des belles aires protégées qui protègent le caribou. Oui, mais à la périphérie, le caribou, c'est un... Évidemment, je prends une image choc, là, qui nous vient de Greenpeace, je les remercie beaucoup, mais ça montre quand même, oui, le caribou forestier, c'est notre espèce vedette pour la question de la biodiversité dans les forêts québécoises. On peut bien avoir des aires pour confiner, mais si des situations comme ça, j'aime à croire que c'est très spectaculaire et que ça arrive jamais, là, c'est pas la règle, mais ça montre bien, ça illustre de très belle façon c'est quoi les problèmes à la périphérie des aires protégées. Dans la question des aires protégées, il y a évidemment protéger des écosystèmes, protéger des espèces. Et là, il y a quelque chose qui nous guide. On veut protéger des espèces qui sont vulnérables ou menacées. Les connaissons-nous? Évidemment, les biologistes du service de la faune au ministère des Ressources naturelles et de la faune m'ont dit « Oui, 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 on les connaît. » Et c'est vrai, je les fréquente d'assez proche, là, les gens du ministère. Pas trop, quand même. On travaille fort.
on travaille fort. Mais faisons une petite comparaison entre le nombre d'espèces forestières menacées et vulnérables au Québec avec l'équivalent en Finlande et en Suède. En Finlande, 564 espèces figurent sur ce qu'on appelle la liste rouge, où là, tout de suite, ça déclenche des pratiques spécifiques. Oui, des pratiques de conservation, des pratiques de préservation territoriale, puis des pratiques de conservation, où là, on ne récoltera pas de la même façon. Mais on n'exclut pas pour autant la récolte. On peut l'exclure, mais ce n'est pas automatique. Donc, 564. En Suède, 821 espèces sont sur la liste rouge. Au Québec, 52. On n'a pas vraiment de liste rouge. Nous, on appelle ça la liste des espèces menacées et vulnérables. 52. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de problème chez nous? Non. Le problème, c'est que quand il est question d'invertébrés, on ne sait pas quoi répondre. Le problème, c'est que quand il est question de plantes non vasculaires, alors les mousses, par exemple, les lichens, les champignons, on ne sait pas quoi répondre. On ne connaît pas notre problème. Et dans les espèces qui nous indiquent qu'on a un problème de biodiversité, l'expérience suédoise, que je connais très bien, et l'expérience finlandaise, que je connais un peu moins bien, mais que je connais, nous montrent que pour vraiment savoir si on a un problème de biodiversité, c'est chez les invertébrés qu'il faut travailler. C'est chez les plantes non vasculaires qu'il faut travailler. Gros problème de connaissance. Donc, on a un problème d'ignorance. On a un système juridique qui nous permet de protéger les espèces menacées et vulnérables, mais un problème de connaissance pour identifier ces espèces qui nous inviteraient à nous comporter autrement. Et je vous pose une question, et l'humain là-dedans? Et l'humain dans tout ce réseau à protéger? Pour répondre à cette question-là, il faut utiliser ce qu'on appelle la classification de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui a défini 6 grandes catégories pour préciser c'est quoi une aire protégée. Alors, c'est simple, de 1 à 6, la grosse différence, c'est que plus vous êtes proche de 6, plus la main de l'homme a mis le pied dans l'écosystème. Les classes 1, c'est vraiment des réserves intégrales, pas touche. 2, la classe 2, ce sont les parcs. Alors, la plupart d'entre vous avez fréquenté le parc de la Jacques-Cartier, le parc de la Mauricie, le parc de Forillon. Vous savez ce que c'est qu'un parc national. Ensuite, on a des monuments naturels. Ensuite, on a, là, des aires gérées pour l'habitat des espèces. Peut-être que ça pourrait être nos espèces menacées. Mais notre plan de sauvegarde des ravages de cerfs de Virginie, ça pourrait peut-être se classer. Ensuite, on a des... Donc là, il y a déjà une dimension humaine qui commence à se manifester parce que ce n'est pas nécessairement la gestion des espèces menacées, c'est la gestion des espèces. Des paysages marins ou terrestres protégés. Paysages. Qui modèle le paysage? Bien sûr, les perturbations naturelles, mais beaucoup les humains. D'ailleurs, un de nos problèmes avec la forêt feuillue, dans la région montréalaise, les Basses-Laurentides, c'est que il y a tellement peu d'agriculture, tellement peu de foresterie, que ces beaux paysages sont en train de se faire avaler par la forêt. Évidemment, c'est un réflexe, c'est une réflexion d'aménagiste, paysagiste. Peut-être que le forestier aurait quelque chose à dire de différent. Mais toujours est-il qu'on peut avoir des aires protégées parce qu'elles ont une valeur paysagère, parce que l'être humain façonne, modèle le paysage. Et on a aussi des aires protégées où on a des ressources naturelles gérées, c'est-à-dire des aires protégées carrément humanisées, que le style de gestion qui est pratiqué là, parce que c'est une gestion traditionnelle, alors ça, on retrouve ça au Japon, entre autres, où on récolte relativement peu d'arbres, mais l'idée,
c'est que ça se classe comme aire protégée parce que l'intervention humaine est très fine, très délicate, et qu'on a la survie des communautés greffées sur ces paysages dépend de ce paysage, de cette aire protégée, de la façon dont on gère les ressources. Qu'en est-il au Québec? Eh bien, 80 des aires protégées dont je vous ai parlé jusqu'à présent dans le contexte québécois appartiennent aux 3 premiers types qui sont de l'ordre de la conservation stricte. On a beaucoup d'habitats fauniques au Québec qui ont un statut légal d'habitat faunique. Au moment où on se parle, 60 et là je peux parler de réserves fauniques, je peux parler de pourvoiries, de zones d'exploitation contrôlées, tous ces territoires pour lesquels on a une préoccupation pour la faune, dans 60 des cas, ça ne se classe pas comme aire protégée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se classe? Bien, que l'humain se comporte autrement. Notre régime forestier peut peut-être faire quelque chose pour ça. Et il n'y a pas de paysage humanisé dans les aires protégées québécoises. Il n'y a pas de place pour l'humain dans notre façon de concevoir les aires protégées. Et ça fait partie de notre problème pour élargir le réseau d'aires protégées. Et ça tombe bien, notre régime forestier nous dit, vous savez, on va changer les règles du jeu et on va se comporter en fiduciaire, puis on va miser sur les populations qui habitent le territoire forestier comme étant les premiers responsables de l'identification de ce qu'il faut faire pour changer et de la mise en œuvre de ce changement. Pourquoi il ne pourrait pas y avoir la question de la biodiversité? Pourquoi on ne pourrait pas expliciter la question de la biodiversité pour qu'on puisse profiter du régime forestier en sollicitant les populations, les communautés qui y vivent? Passons à l'autre grand aspect, l'aspect majeur du régime forestier qui m'amène à considérer que ce régime forestier est un gain pour la biodiversité. Cette idée de gestion écosystémique des forêts. Bon, écoutez, là, ça occupe au moins 130 chercheurs au Québec, la définition de qu'est-ce que ça veut dire, la gestion écosystémique. Alors, moi, l'économiste, là, je vais essayer de vous expliquer ça de la façon dont je l'ai compris. L'aménagement écosystémique, là, ça signifie que quand on intervient, là où la main de l'homme met le pied en forêt pour récolter des arbres, on se préoccupe de l'empreinte. On se préoccupe de l'empreinte à un point tel qu'on veut la minimiser. On veut la minimiser à un point tel où l'écart entre les paysages aménagés et les paysages naturels va être réduit le plus possible. Il y a plusieurs travaux de recherche sur de quoi a l'air la forêt pré-industrielle ont été subventionnés justement pour essayer d'avoir ce portrait de base. Et là, l'idée, c'est à partir de ce portrait de base et de ce dont on dispose aujourd'hui, d'essayer de mesurer l'écart, de voir ce qu'on pourrait faire. Et ce qu'on pourrait faire, ça serait la recette de la gestion écosystémique. Mais vous voyez bien que si on a des forêts aménagées qui s'inscrivent dans une dynamique naturelle, qui se rapprochent d'un paysage naturel, bien que de facto, on va faire attention à la biodiversité. Par quelle magie? On va creuser ça. Par quelle magie? En conservant les attributs de la forêt naturelle au sein des paysages aménagés. De la rhétorique de grands savants, ça. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Essayons de rentrer là-dedans. D'abord, en faisant certains constats, et ça, c'est des chiffres qui nous viennent d'un formidable document qui s'appelle le bilan du chef forestier. Depuis 2005, nous avons un chef forestier qui doit calculer la pression de récolte qu'on peut appliquer sur la forêt de façon à ce qu'on ait du bois pour l'éternité. Bon, grand bien lui fasse, mais un de ses mandats, son deuxième mandat important, c'est que tous les 5 ans, il doit faire le point. C'est quoi l'état de santé de nos forêts? Et en juin dernier, il a déposé son bilan et je vous invite à lire ça. Si la question forestière vous intéresse, la question forestière québécoise, il y a une mine d'informations là-dedans et tout ce qu'il faut pour poser des sacrées bonnes questions à nos gestionnaires.